Décode Éduc, le podcast des étudiants et étudiantes en sciences de l'éducation. Décode Éduc. Égalité de genre, sexualité et éducation. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Décode Éduc, un podcast entièrement réalisé et animé par les étudiants en master sciences de l'éducation de l'université Jean Monnet à Saint-Étienne. Suite à notre dernière émission sur le thème de l'égalité des sexes, nous allons aujourd'hui aborder un sujet essentiel et à la fois sensible, les violences sexistes et sexuelles, la prévention, le consentement, mais aussi le programme EVARS d'éducation à la sexualité qu'on découvrira plus tard pendant l'émission. En France, 84 000 victimes de violences sexuelles ont été recensées en 2023, dont 85% sont des femmes. Des chiffres qui rappellent à quel point ces violences tressent une réalité massive et encore trop passée sous silence. Au-delà de ces chiffres, ces violences interrogent nos rapports de pouvoir, nos représentations du genre et surtout notre manière d'éduquer. Parce qu'apprendre à respecter l'autre, à reconnaître le consentement, à comprendre les inégalités, ce sont aussi des questions d'éducation. Comment l'école, les familles ou encore les acteurs associatifs peuvent-ils jouer un rôle dans la prévention de ces violences ? Quels sont les freins, les résistances ou au contraire les leviers qui peuvent faire évoluer les mentalités et ce dès le plus jeune âge ? Pourquoi encore aujourd'hui tant de victimes hésitent à parler ? Pourquoi ces comportements persistent-ils à l'école, à l'université, au travail ou même dans l'espace public ? Se questionner sur les VSS, c'est réfléchir à la prévention, à la formation des professionnels et au rôle de l'éducation dans la construction d'une culture du respect et du consentement. Aujourd'hui, on va donc prendre le temps d'en parler, d'écouter et de comprendre ce que recouvrent réellement les violences sexistes et sexuelles et surtout ce que peut le champ éducatif pour prévenir et lutter contre ces violences. Je laisse maintenant la parole à ma co-animatrice Olivia. Merci beaucoup Yona pour cette introduction. Avant de commencer, nous souhaitons vous informer, chères auditrices et chers auditeurs, que l'émission aborde des sujets qui peuvent heurter votre sensibilité. Alors, si vous êtes victime ou témoin de violences sexuelles et sexistes, ou si vous vous posez des questions sur une situation, composez le 3919 ou 116 006. Ces numéros sont gratuits et vous pourrez parler en toute confidentialité et de façon anonyme. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur le plateau plusieurs invités pour en discuter. Lila Droussan, doctorante en philosophie à l'ENS de Lyon, laboratoire Triangle et ATER en sciences de l'éducation à l'université Jean Monnet de Saint-Étienne. Bonjour Lila. Bonjour. Martine et Geneviève, bénévoles au Planning Familial 43, association de l'éducation populaire qui lutte contre toutes les violences, toutes les formes de discrimination, toutes les inégalités sociales et les maladies sexuellement transmissibles. Martine, Geneviève, bonjour. 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 Priscilla Micolet, professeure des écoles, est doctorante au laboratoire Éducation, Culture et Politique à l'université Lumière Lyon 2. Ses travaux portent sur l'éducation à la sexualité. Bonjour Priscilla. Bonjour. Sans oublier nos chroniqueuses et chroniqueurs qui sont comme nous des étudiantes et étudiants du master en sciences de l'éducation. Anissa Emoula, bonjour. Bonjour. Baptiste Cocard, bonjour. Bonjour. Et Anissa Enini, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, intéressons-nous à la perception des violences sexuelles et sexistes des habitantes et habitants de Saint-Étienne. Et écoutons tout de suite leurs réactions recueillies en ville par Lénaïs et Soliane, nos deux enquêtrices étudiantes. Et vous, qu'en pensez-vous ? On a posé la question. Pour moi, une violence, c'est quand on force quelqu'un, quand on fait quelque chose contre quelqu'un. Ouais. N'importe quelle violence. Sexuelle, c'est vrai que forcer une femme, sans même aller jusqu'à l'acte, quoi, mais déjà, la forcer. Ça peut être des mots répétés, je vais plus partir sur les mots parce qu'en fin de compte le physique on sait tous ce que c'est, mais ça peut être des petites blagues, non mais je rigole, mais en fait c'est pensé, plein de choses comme ça quoi. Ok. Sexiste, c'est les regards bizarres, malaisants même. Après, sexuel, c'est le viol, les attouchements, les gestes, plein de choses quoi. Une violence sexiste et sexuelle, c'est quand on s'en prend à quelqu'un sur un critère physique, sur un critère intellectuel aussi, ça peut être, sur un critère sociologique, c'est-à-dire l'appartenance à un clan ou à
une société, voilà. Il y en a plusieurs types. Je crois bien qu'il y en a tout ce qui est... En fait, déjà, c'est tout ce qui est sans consentement. Il y a la notion du consentement qui est importante à noter. Après, il y a tout ce qui est avec ou sans pénétration. Donc, il y a le viol, avec pénétration. Et tout ce qui est sans pénétration, je crois que c'est tout ce qui est agression sexuelle. Et voilà. Après, tout ce qui est sexisme, c'est tout ce qui est... tout rapport discriminatoire relié en fait, au sexe, tout simplement. Merci à Lénaïs et Soliane pour ce recueil de la parole citoyenne qui fait réagir. Priscilla, êtes-vous surprise par ces réactions ? Est-ce que vous avez été marquée par un point de vue en particulier ? Oui, déjà en fait c'est assez bien défini et j'avoue que celui sur le garçon qui parle en fait de consentement, je trouve que c'est très intéressant parce que finalement, on va le voir après dans le programme Eva, je le développerai, mais les VSA ça sont en lien avec cette notion-là qui est une notion assez fondamentale et qu'il faut traiter dès la petite enfance. Et on voit en fait que adultes, on arrive à les définir, mais petits ou voire même à l'adolescence, c'est encore assez flou. Je pense aussi, notamment dans le second degré, il y a beaucoup, pour être intervenu, de remarques, de je rigole comme ils disent, envers notamment les filles. Et ça, faut que les enseignantes reprennent. Merci. Finalement, à travers ces témoignages, on entend que les citoyennes et citoyens définissent, mais peut-être pas totalement. Est-ce que quelqu'un voudrait apporter des précisions sur la définition des violences sexuelles et sexistes autour de la table ? Sinon, je peux les définir si personne ne souhaite le faire. Pour résumer, les violences sexuelles sont donc des actes sexuels non consentis commis avec violence, sous la contrainte, la menace ou la surprise. On parle d'attouchement sexuel, d'harcèlement sexuel lorsque l'agression est verbale et de viol lorsqu'il y a pénétration orale, vaginale, anale et peu importe le moyen utilisé pour pénétrer. Notons que depuis ce début novembre 2025, il y a eu un progrès majeur car la loi a intégré la notion du consentement dont nous parlerons au cours de ce podcast. Et les violences sexistes sont des propos ou comportements agressifs, verbaux ou physiques envers une personne pour son identité et ou son orientation sexuelle et de genre. Des violences qui concernent tout le monde, peu importe le genre, le sexe, la classe sociale ou l'origine. Et si les violences sexistes et sexuelles touchent plus souvent les femmes, il ne faut pas oublier qu'elles peuvent aussi concerner les hommes. Oui, les enfants et jeunes garçons sont aussi victimes. Enfin, on ne peut pas parler des victimes sans évoquer les auteurs. Les agresseurs sont en grande majorité des hommes. Selon l'INSEE, 96,5% des personnes reconnues coupables d'infractions sexuelles sont des hommes, contre 3,5% de femmes. Et si ces auteurs sont parfois d'anciennes victimes, ces chiffres font forcément réagir. Est-ce que quelqu'un souhaite en parler ou voudrait aborder la place des hommes dans ces violences ? Oui, merci pour cette perche tendue. Moi, je vais développer sur la question des hommes et de l'éducation envers les hommes à ces questions de genre et de sexualité qui me semble vraiment fondamentale. Parce que la question de l'éducation aux violences sexistes et sexuelles, elle est souvent traitée sous le prisme de l'objet, c'est-à-dire du contenu, de qu'est-ce qu'il faut en mettre dedans, quelles sont les définitions, quels sont les outils qu'on utilise pour parler de ces violences sexistes et sexuelles. Et elles le sont rarement traitées du côté du sujet de l'éducation, c'est-à-dire qui éduque et qui est éduqué. Pourtant, c'est une question qui est fondamentale. Si vous fréquentez les manifestations féministes, ces dernières années, vous avez dû voir fleurir tout un certain nombre de slogans qui disent « Protégez vos filles barrées » et en dessous « Éduquez vos fils ». C'est en réaction à ce qu'on disait ces dernières années autour du fait qu'il ne faut pas laisser sortir sa fille, etc. Donc là, on dit non, revirement de situation, c'est plutôt aux hommes qu'il faut s'adresser, et donc il faut plutôt éduquer les fils qu'empêcher nos filles de sortir. Mais qui éduque les fils ? Lorsqu'on connaît les statistiques sur la répartition de la charge éducative dans les foyers, le risque, c'est que ça représente de fait une charge supplémentaire pour les femmes, les mères en l'occurrence. Donc désormais, il ne faut plus seulement éduquer, il faut éduquer en féministe. Par ailleurs, traiter la question des violences sexistes et sexuelles
sous le prisme de l'éducation, ça m'interpelle un peu, moi en tant que chercheuse, et aussi en tant que militante, parce qu'il ne faut pas que ça conduise à faire de ce problème des violences sexistes et sexuelles un problème interindividuel, qui consisterait à dire que les hommes agressent parce qu'on ne leur a pas assez bien expliqué comment ils devaient se comporter. Et là encore, c'est une manière de penser les relations qui devient une charge énorme sur la vie des femmes. Là, j'ai parlé des mères, mais en fait, c'est vrai aussi dans le cadre du couple hétérosexuel. Ton conjoint ne sépare pas bien le blanc de la couleur quand il fait la machine. Est-ce que tu as essayé de lui expliquer comment on devait faire ? Alors que, à titre personnel, personne ne m'a jamais expliqué. En fait, j'ai regardé en l'occurrence ma mère faire et je me suis rendu compte que mettre des chaussettes rouges dans un bac blanc, ça rendait tout rose. Mais à ton conjoint, il faut lui expliquer. Le mouvement féministe, c'est le seul, il me semble, et ça m'interpelle vraiment, à accorder une place aussi centrale à la question éducative. Et ça tend à nous faire oublier collectivement que les hommes ont un intérêt stratégique à ce que cette domination, elle se perpétue. Personne ne propose, par exemple, d'éduquer les patrons à la lutte anticapitaliste en partant de l'hypothèse qu'ils n'auraient pas bien compris en quoi consiste la vie des prolétaires. Et pourtant, en tant que féministe, on se dit souvent que la solution, c'est l'éducation, et que si on investit ce champ-là, on vivra à terme, ou nos filles, ou les générations d'après, dans un monde plus égalitaire. Donc si, évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne suis pas là pour défendre du tout ce point de vue, je pense que c'est essentiel d'informer et de former face à ces questions de VSS. Il faut aussi être conscient des limites et de la portée de cette éducation. Merci Lila. Merci pour cette réaction. Je voulais ajouter que les auteurs sont le plus souvent connus des victimes et qu'il n'y a pas un profil type d'agresseur. On vient de parler de sujets lourds, parfois difficiles à aborder, mais pour mieux comprendre la réalité des violences sexistes et sexuelles, on peut aussi en parler autrement. C'est d'ailleurs ce que nous propose Anissa avec une chronique percutante qui questionne la banalisation du harcèlement et des comportements sexistes, non pas pour minimiser, mais parce que parfois l'humour permet de dire les choses qu'on n'ose pas toujours aborder de front. On l'écoute. Alors moi, aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un privilège incroyable, un privilège réservé uniquement à nous, les femmes. J'ai nommé le harcèlement de rue. Mais oui, vous savez, ce cadeau qu'on reçoit juste quand on a l'audace de sortir acheter du pain. Vous marchez tranquillement et soudain, vous recevez des compliments, des messages d'amour qui vous font sentir comme des êtres supérieurs, comme des déesses. Parce que c'est ce qu'on est, nous, les femmes. On est des déesses. Et on a tendance à l'oublier, ça. Bah oui, parce qu'en fait, on s'en rend compte grâce à eux, à ces êtres pleins de douceur, de bonté et de bienveillance qui ont pour mission quotidienne de nous valoriser à notre juste valeur. Et attention, face à eux, nous sommes et nous resterons toujours des ingrates. Parce que oui, il faut qu'on en parle. Ces femmes-là, vous savez, autrement appelées poufias, qui ne sont pas reconnaissantes et qui ne disent jamais merci. Et ne parlons même pas des autres femmes qui se mêlent du sujet. Vous savez, cette fameuse copine, généralement la plus dégueulasse du groupe, qui recale le gars parce qu'il tente une approche auprès de la plus belle. La jalouse, quoi. L'amie trop moche pour mériter un « Eh mademoiselle, t'es bonne, hein ». Bref, qui n'a jamais rêvé d'entendre un « Eh madame, t'es mignonne, hein, t'as pas un snap ?» Ou encore un petit « Eh ma jolie, ça te dirait de faire un petit tour ?» N'est-ce pas d'un romantisme absolu ? Non, parce que personnellement, moi je fonds complètement. Pour être honnête, c'est devenu addictif. Dès que je me sens seule, je me sape, je sors dans la rue pour prendre tout ce qui vient. N'ayez pas l'esprit tordu, par contre, je parle des compliments. De toute façon, ce sont des hommes de principe. Ils sont extrêmement respectueux, ils savent mettre à l'aise et ils savent rassurer. En plus, ils font un truc adorable, c'est qu'ils te proposent toujours un petit bonbon pour te détendre. Je crois que ça s'appelle le G, je connaissais pas du tout, mais il paraît que c'est assez répandu dans les fêtes pour se lâcher. Et du coup, pas besoin d'attendre la soirée pour être dans leur lit. Enfin, il suffit juste de 10 minutes. Bon, j'ai plus trop de souvenirs, mais qu'est-ce qu'ils sont adorables après ça ? C'est que leur truc fonctionne hyper bien. Bref, les hommes sont des êtres fabuleux et on a tendance à l'oublier. Le harcèlement de rue, c'est pas quelque chose de fou non plus quand on se renseigne sur le sujet correctement. Il y a tellement de fake news maintenant que c'est dur de soutirer le vrai du faux. Surtout avec ces femmes sur les réseaux sociaux qui n'arrêtent pas d'en parler. Plus sérieusement, on ironise, mais tout ça est bien réel. En France, 9 femmes sur 10 disent avoir été victimes de harcèlement sexiste et sexuel dans l'espace public.
9 sur 10. On ne parle pas de simples compliments. On parle de moments où une femme n'est plus un être humain, mais une cible ou une opportunité. Une femme, qui ne répond pas, c'est pas une provocation, ni un manque d'éducation. C'est juste une femme qui n'a pas envie. Bien sûr, vous tomberez sur des hommes qui veulent simplement tenter leur chance en restant polis et respectueux. Ceux-là, restez comme vous êtes, ça fait trop plaisir. Mais pour les autres, ceux qui insistent, qui suivent, coincent et mettent la pression, c'est pas du flirt, c'est pas de la drague, c'est du harcèlement. Et ça, on n'a pas à l'accepter, ni à l'expliquer et ni à s'excuser. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à toi, Anissa, pour cette chronique. Comme dit précédemment, c'est important d'en rire un peu, mais c'est aussi très important d'en parler sérieusement. Parce que le harcèlement de rue, c'est une réalité quotidienne pour énormément de femmes. En France, 81% des femmes disent avoir déjà été victimes de harcèlement sexuel dans l'espace public. Chez les moins de 25 ans, c'est 86%, donc presque toutes en fait. Et depuis la loi de 2018, il y a plus de 10 000 amendes pour outrage sexiste, 10 000, et pourtant la plupart des faits ne sont même pas signalés. Alors non, parce qu'aucune femme ne le cherche, aucune femme ne le mérite, et c'est pas de la drague, c'est juste une prise de pouvoir, et ça suffit. Cet exemple, il a aussi permis de montrer que les violences sexistes et sexuelles, elles sont pas toujours dans la vie quotidienne, elles peuvent arriver en ligne, sur les réseaux sociaux, à travers nos écrans, et d'ailleurs nos collègues se sont intéressés à cette réalité. En effet, Faïka et Micho de l'équipe Terrain ont rencontré Jordan Balsa, chargé de mission citoyenneté et éducation numérique à la Ligue de l'enseignement de la Loire, qui est une association éducative agissant avec, pour et autour de l'école. Découvrons son témoignage. Focus sur. Les violences sexistes et sexuelles, elles sont aussi présentes sur l'espace numérique. On appelle ça les cyberviolences dans notre secteur professionnel. Donc il s'agit il y a tout un tas de violences, mais il s'agit d'insultes sur Internet, de divulgation, c'est-à-dire de prendre des images, des informations privées, gênantes, des photos intimes, des nudes, des vidéos tournées à l'insu d'une personne, par exemple, et les diffuser largement sur Internet. Ça, c'est une pratique qui, malheureusement, est extrêmement courante et répandue et totalement illégale. Contre laquelle on essaye de lutter au maximum dans la prévention avec les adolescents et après aussi pour accompagner les victimes, pour aussi accompagner les agresseurs, les harceleurs sur Internet à comprendre la conséquence de ces actes-là et à faire un vrai travail d'éducation au-delà d'un travail de sanction judiciaire. Jordan Balsa rappelle donc que les VSS peuvent aussi être numériques. Cyberharcèlement sexuel et sexiste, chantage aux photos et vidéos, revenge porn ou encore publication à caractère pédopornographique. Et rappelons, dans la rue, en famille, au club sportif, à l'atelier de musique, à l'école, sur Internet, il n'y a pas un, mais plusieurs lieux possibles où sévissent les violences sexuelles et sexistes. Mais comment en parler lorsqu'on est victime ou même témoin ? Martine et Geneviève, vous êtes bénévoles au planning familial et intervenez auprès des enfants et jeunes. Pouvez-vous présenter vos interventions et nous expliquer comment elles favorisent le débat ? Oui, bien sûr. Donc, lorsque nous intervenons en milieu scolaire, nous allons forcément adapter nos interventions à l'âge des jeunes que nous rencontrons. Donc, vous savez que depuis 2001, il existe une loi qui implique que chaque enfant devrait recevoir 3 séances d'éducation à la vie à la vie relationnelle, affective et sexuelle au collège et au lycée. Pour les petits, c'est uniquement vie affective et relationnelle, et que cette loi donc n'avait pas été mise en œuvre jusqu'à très récemment, puisque le planning familial s'est saisi donc de cela pour développer au maximum, d'abord pour demander à l'État de faire appliquer cette loi, bien sûr, et puis donc s'est saisi de ce sujet. Donc depuis récemment, nous avons des programmes qui ont été publiés donc pour l'école maternelle, l'école primaire et
l'école, le collège et le lycée. Et dans nos interventions, nous allons travailler d'abord sur le consentement, bien évidemment, puisque pour nous, c'est la première phase pour les préventions contre les violences, quelles qu'elles soient. Et puis, nous allons pouvoir aborder différentes questions sur la santé sexuelle. Donc, lorsque nous sommes en collège ou en lycée. Lorsque nous travaillons avec des plus jeunes, bien évidemment, ça va être la connaissance du corps, ça va être le respect d'autrui sous toutes ses formes et ça va être dans le cadre de programmes PRODAS notamment, qui ont été mis en place par le planning familial pour travailler sur les émotions, sur l'expression de ces émotions, sur comment elles s'impliquent et comment on les vit individuellement, puis collectivement. Et donc, toutes ces actions ont pour but d'améliorer la relation entre les individus et de favoriser donc le respect sous toutes ses formes. Merci. Et par exemple, lorsque vous êtes en intervention dans un établissement scolaire avec les jeunes, comment vous interagissez avec eux? Comment ça... Alors, les séances se déroulent toujours de la même façon. On va d'abord commencer par se présenter, par expliquer donc que nous sommes une association qui luttons avant tout pour l'égalité entre les femmes et les hommes, dans le champ de la santé sexuelle et reproductive et aussi pour une sexualité épanouie. Nos valeurs centrales sont égalité, émancipation et liberté. Et le slogan du planning familial, c'est liberté, égalité, sexualité. Donc, on précisera davantage cette présentation selon l'âge des enfants, bien évidemment. Ensuite, on va poser un cadre pour que chaque intervention se fasse avec la plus grande confiance entre les participants, en expliquant qu'il n'y a pas de tabou, que nous sommes dans un espace de non-jugement, que l'idée c'est de s'écouter, de respecter la parole des uns et des autres. Et puis, donc toujours selon l'âge des participants, on commencera d'abord par parler du consentement. Donc ça peut être avec une petite vidéo que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « Le consentement tasse de thé ». Donc, qui compare le fait de boire une tasse de thé avec le fait d'avoir un rapport avec autrui. Ça peut être avec différents jeux. On va mettre en situation avec des petites scénettes que nous proposerons. L'idée, c'est toujours d'échanger au maximum. On va aussi beaucoup partir des acquis des participants. Donc, on va d'abord... puisqu'on est dans le cadre de l'éducation populaire, on va d'abord partir de ce que les personnes savent et puis à partir de là, développer en fonction du sujet du jour qui peut être soit d'insister sur les différents types de contraception, soit sur les relations, sur les relations entre amis, soit sur la lutte contre les discriminations, soit sur la prévention des IST et autres, et bien sûr la prévention des violences, qui est forcément notre sujet majeur. Donc ça va se faire sur une base de discussion, de débat et de jeu. C'est toujours une approche la plus logique possible et aussi avec de la manipulation. Voilà, donc on va leur faire manipuler des objets lorsqu'on parle de contraception ou de prévention. Merci. Est-ce qu'au cours de ces échanges, de ces débats, ça vous est arrivé de recueillir la parole d'une personne qui a subi des violences et comment vous les avez orientées? Alors bien sûr, comme nous parlons de tous ces sujets qui ne sont pas forcément des sujets que les jeunes ont l'habitude d'aborder dans la famille ou même parfois entre eux, on leur propose toujours après l'intervention d'avoir un moment d'échange, soit individuel, soit par petits groupes. Et à ces moments-là, effectivement, nous pouvons avoir des révélations.
Il arrive aussi qu'en fonction des réactions des jeunes, on se rende compte qu'il y a besoin de les rencontrer après. Donc, on va leur proposer aussi. Et puis, nous, dans le cadre du planning familial du Puy-en-Velay très précisément, nous n'accompagnons pas les victimes, mais les dirigeants vers Justice et Partage, ou bien le CIDFF, ou d'autres associations qui vont prendre en charge plus précisément un accompagnement, éventuellement vers une plainte ou autre. Mais nous avons toujours une écoute de toute façon bienveillante forcément, et puis nous allons tout de suite leur dire que ces personnes sont entendues et qu'on va trouver quelqu'un pour les accompagner dans la suite de leur démarche. Merci beaucoup. Donc la place de la parole est importante dans vos interventions. Bien sûr, c'est essentiel. Merci. Priscilla, vous êtes chercheuse sur la question de l'éducation à la sexualité, mais aussi professeure des écoles. Un enfant s'est-il déjà confié à vous ou à vos collègues, et est-ce une difficulté ? Alors moi, j'ai pas eu d'enfants qui se sont forcément confiés à moi parce que je suis pas restée très longtemps professeure des écoles. Mais oui, c'est déjà arrivé par contre à mes collègues. En fait, souvent à partir des séances en fait qui sont faites, les séances EVARS. Donc soit en fait c'est l'enseignante qui les mène en fait souvent toute seule, hein, malheureusement parce que c'est compliqué d'avoir un binôme, soit l'infirmière, et en fait à la suite de la séance, par exemple, ça peut être sur le consentement ou notamment sur les VSS ou l'inceste, on a des élèves qui peuvent aller voir en fait l'enseignante ou l'infirmière pour lui dire voilà en fait dans mon cas qu'est-ce qui s'est passé, ou alors moi je me souviens aussi d'une séance en fait où là pour le coup c'était des infirmières qui faisaient en fait sur le consentement, et en fait il y a une petite qui a pas arrêté de poser des questions sur oui mais est-ce que si mon frère me touche, est-ce qu'il a le droit, et donc là en fait elles se sont posées des questions parce que elle insistait énormément en fait là-dessus, et donc elles l'ont prise à partie parce qu'on va pas le faire devant le groupe hein, bien sûr, pour lui demander ce qui se passait, si elle avait envie d'expliquer, et après en fait c'est à l'enseignante de faire les démarches en fait de signalement via l'éducation nationale. Merci pour ces précisions qui, nous l'espérons, aident nos auditrices et auditeurs. Maintenant, place à la chronique présentée par Baptiste pour un regard plus général sur la prévention des violences sexuelles et sexistes. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet essentiel. Pourquoi lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est bénéfique pour tout le monde ? En France, près d'une femme sur 3 a déjà subi une forme de violence sexiste ou sexuelle au cours de sa vie. 1 sur 3. Prenez 3 amis, 3 collègues, 3 membres de votre famille, et bien l'une d'elles a déjà vécu ça. Et vous pouvez sûrement revoir ce chiffre à la hausse. Et ces violences ne sont pas que des agressions dans de sombres ruelles. Ce sont aussi des situations du quotidien. Le collègue qui fait une blague censée être drôle mais qui met mal à l'aise, le contrôle du téléphone dans un couple, et toutes ces petites remarques sur la tenue vestimentaire ou le corps. Et puis, il y a le reste, ce qui dépasse l'ordinaire et s'étale au grand jour. Les nombreuses affaires révélées dans le milieu du sport, de la musique ou du cinéma montrent que ces violences concernent tous les milieux. Et pourtant, combien de fois a-t-on entendu dire « c'est une affaire de femmes » ? Mais non, c'est faux. En réalité, lutter contre ces violences, c'est améliorer la vie de tout le monde. Parce que ces violences ne sortent pas de nulle part. Elles s'enracinent dans les inégalités entre les femmes et les hommes. Elles reposent sur des stéréotypes qu'on apprend très tôt. Les filles seraient douces et attentives, les garçons forts et sûrs d'eux. Comme l'explique la chercheuse et philosophe Nicole Mosconi, ces différences ne sont pas naturelles, elles sont construites, et elles servent à justifier une hiérarchie. Et c'est dans ce contexte que les violences apparaissent. Insultes, harcèlement, chantage affectif, violences physiques ou sexuelles, elles traduisent une logique de domination et la renforcent. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que le sexisme enferme tout le monde. Les femmes sont dévalorisées, les hommes sont sommés de prouver leur virilité, et les personnes non-binaires sont effacées, presque rendues invisibles. Le résultat, un climat social tendu, une société où la peur remplace la confiance, où le respect recule. Le chercheur Philippe Letard, qui est sociologue et anthropologue, le rappelle très bien. Lutter contre les violences sexistes et sexuelles, c'est créer des environnements plus sains, plus respectueux et plus égalitaires. Vous voulez une bonne nouvelle ? En voilà une.
Grâce aux nombreuses mobilisations féministes, le droit a fini par évoluer. La loi du 3 août 2018, par exemple, renforce la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Elle sanctionne le harcèlement de rue, protège davantage les mineurs et oblige les institutions, écoles, entreprises, administrations, à prévenir et à traiter ces situations. Autrement dit, ces violences ne sont plus seulement inacceptables moralement, elles sont illégales. Mais le droit n'est qu'une étape. Le plus important reste de changer les mentalités. Parce qu'en luttant contre le sexisme, on ouvre des espaces où chacun peut être soi-même, sans peur, sans rôle à juger, sans pression à subir. Alors non, lutter contre ces violences, ce n'est pas une guerre des sexes, c'est une bataille pour une société plus juste, où chacun trouve sa place. Parce qu'au fond, l'égalité, ce n'est pas une contrainte, c'est une promesse, celle d'un monde plus libre, plus serein et plus humain. Merci Baptiste pour cet éclairage intéressant sur l'importance de mener aussi des actions de sensibilisation et de prévention. Si on parle peu des violences sexuelles, on parle aussi peu des violences sexistes et pourtant elles existent, sont courantes et banalisées alors que sanctionnées par la loi. Des violences sexistes, le plus souvent faites aux femmes, mais également associées aux violences de genre qui visent la communauté LGBT+. Je me souviens de la fois où j'ai assisté à une pièce de théâtre appelée Le Mardi à Monoprix, un monologue très touchant sur l'histoire d'une personne transgenre, victime d'agressions verbales insidieuses, subies dans son quotidien. Martine Geneviève, je crois que le Planning 43 a participé à l'organisation de l'événement. Pouvez-vous parler de votre engagement et de vos actions pour les femmes et la communauté LGBT+, victimes de violences et de discrimination ? Oui, en effet, nous avions programmé cette pièce de théâtre à l'occasion d'un 8 mars, puisque tous les ans, c'est pour nous le moment où nous allons présenter quelque chose, essayer de mobiliser et de sensibiliser le plus de personnes possible. Donc ça peut être aussi par le biais de manifestations, de déambulations, différents événements que nous allons organiser. Et effectivement, dans les plannings familiales sont reçues toutes les personnes sans aucune discrimination. Donc évidemment, nous luttons contre les discriminations faites à la communauté LGBTQIA+, mais aussi contre toute forme de validisme ou de grossisme ou autre chose. Et nous essayons de transmettre, comme je vous le disais, des valeurs de respect dans aussi bien dans les interventions que nous faisons auprès des scolaires que celles que nous faisons auprès des personnes dans les différentes institutions telles que les maisons pour personnes handicapées, IME, ou bien pour les jeunes aussi qui sont hors du cadre scolaire. Et c'est pour nous un sujet de lutte permanente, bien évidemment. Merci beaucoup. Donc, des actions de sensibilisation, de prévention, d'éducation pour tous qui permettent de rendre visibles ces violences et lutte contre les stéréotypes, préjugés. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les mentalités évoluent pourtant, que les jeunes affirment leur identité, leur sexualité. Est-ce que je me trompe ? Est-ce que ça bloque encore ? Lila, faut-il éduquer aux violences sexuelles et sexistes ? Alors oui, évidemment. Et tout à l'heure, j'ai essayé de vous montrer que c'était une question qu'il fallait prendre avec beaucoup de prudence. J'ai envie de réagir sur plein de choses qui ont été dites et je me suis demandé aussi si, dans les différentes interventions que vous aviez vues, vous qui travaillez en milieu associatif ou toi, Priscilla, à l'école, vous aviez vu ces dernières années notamment une montée des mouvements masculinistes sur les réseaux sociaux auxquels les jeunes sont très exposés. Et je me demande si l'éducation aux violences sexistes et sexuelles, elle est dans l'obligation de s'adapter en permanence face aux nouvelles menaces. Je rappelle qu'aujourd'hui, les mouvements masculinistes, c'est la deuxième menace d'attentat en France, quand on considère qu'ils font partie de mouvances d'extrême droite. C'est du contenu qui est très présent sur les réseaux sociaux, auxquels les jeunes sont particulièrement exposés. J'englobe autant le contenu dit tradwife qui impose aux femmes de se conformer à des normes conservatrices, que le contenu à destination des hommes qui incite les jeunes hommes à
vouloir une femme qui ne sort pas, à être violent à son égard. Je suis même tombée il n'y a pas longtemps sur Instagram sur un masculiniste qui expliquait que toutes les semaines, il pèse sa compagne pour s'assurer qu'elle ne prend pas de poids. Enfin, vraiment, c'est un retour, ce qu'on appelle dans les milieux féministes un backlash, c'est-à-dire un retour d'une mouvance conservatrice et réactionnaire qui arrive à un moment où on a l'impression de gagner en autonomie, de gagner des droits. Et c'est pour nous rappeler qu'en fait, la lutte n'est jamais finie, qu'elle se transforme, que de nouveaux obstacles apparaissent. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est essentiel, évidemment, de prévenir les violences sexistes et sexuelles par la formation. L'enjeu, nous qui sommes souvent en position de formation, c'est de s'adapter continuellement. Merci à vous, Lila. C'est vrai qu'on s'en rend compte notamment à travers les réseaux sociaux. Enfin, moi, je sais que c'est vachement de ma génération. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on voit de plus en plus ces cas-là. Et malheureusement, des réseaux sociaux, ça se transfère dans la vraie vie parce que maintenant, même dans les faits d'actualité, on entend de plus en plus de ces histoires-là. Et c'est vrai que c'est très choquant. Et du coup, pour rebondir sur la question de la prévention, on en a parlé tout à l'heure un petit peu du programme EVARS, du coup pour éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Donc du coup, c'est un dispositif qui a été mis en place par le ministère de l'Éducation nationale en 2025. Donc il vise à donner un cadre à l'éducation à la vie affective et sexuelle, donc de la maternelle au lycée, en s'adaptant bien évidemment à l'âge, comme nous l'a rappelé le planning familial. Ce programme, il répond à plusieurs enjeux majeurs, comme prévenir les violences sexistes et sexuelles, mais aussi promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, accompagner aussi les jeunes dans la compréhension du respect, du consentement et des émotions. Il s'inscrit dans une volonté de rendre enfin effectives les séances d'éducation à la sexualité et surtout de mieux outiller les professionnels de l'éducation pour aborder ces sujets qui sont à la fois très sensibles, mais aussi très essentiels. Donc tout à l'heure, on a entendu les habitants de Saint-Étienne à propos des VSS. On peut les écouter maintenant au sujet du programme EVARS. Et vous, qu'en pensez-vous ? On a posé la question. C'est important qu'ils comprennent parce que les enfants comprennent beaucoup de choses, mais il y a des sujets, non, il faut attendre. Ça dépend en fait ce qu'on montre. En soi, après je pense qu'il y a 3 ans, il y a certaines choses qu'on peut pas forcément expliquer parce que dans tous les cas, ils vont pas forcément comprendre. Après... si c'est des choses par rapport au corps humain, pourquoi pas. Après, si c'est parler d'orientation sexuelle ou de choses comme ça, c'est un peu plus compliqué à cet âge-là. Je pense qu'on n'est pas à même encore d'avoir conscience de nous-mêmes, de notre propre corps à ce moment-là. Donc, partir dans des débats sur l'orientation ou autre, je pense que là, c'est un peu plus compliqué. Il vaut mieux commencer de bonne heure. Ça dépend dans quel terme on leur explique, mais je pense que c'est aussi bien de commencer tôt pour apprendre un peu aux gens de se respecter les uns les autres. Non, moi, je pense que ce serait bien. Moi, je pense qu'en fait, il n'y a pas d'âge pour aborder, quelle que soit la question, y compris la question de la sexualité ou du comportement, des sentiments qu'on ressent, des choses de ce type-là. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que la personne saisisse au vol les perches que tendent les enfants et les questions qui se posent, même à 2 ans. Merci beaucoup du coup pour ces échanges très intéressants. Je ne sais pas si quelqu'un autour de la table voudrait réagir par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Oui, donc par rapport au programme EVARS, il y a certains thèmes forcément qui sont ressortis. Heureusement, ça veut dire que déjà les personnes s'informent un petit peu, c'est rassurant. Et il y a d'autres choses. Voilà, je crois que c'était le garçon qui parlait en fait des orientations sexuelles, des identités sexuelles. Donc bien évidemment, si on regarde en fait le programme EVARS, c'est comme l'a rappelé le planning familial, le S en fait de EVARS est fait à partir du second degré. Donc en fait, tout ce qui est identité sexuelle, l'orientation sexuelle, c'est fait à partir du second degré. Justement parce qu'au départ, c'était mis dans le premier degré et quand ils ont commencé à faire le projet de programme et comme ça avait fait débat, ils ont rebasculé et du coup, en fait, sur l'éducation à la vie affective et relationnelle, comme ça a été dit par le planning familial, c'est vraiment des aspects plus autour des émotions, du consentement, c'est-à-dire le corps qui t'appartient, en fait, personne ne le touche. C'est aussi parler en fait des différentes structures familiales. Donc c'est important parce que en fait il y a des enfants maintenant qui moi j'avais été dans une classe pour le coup il y a un petit garçon qui avait 2 mamans, donc c'est important aussi d'expliquer que et de pas avoir un discours trop
hétéronormés, en fait, si je puis dire. Voilà, de parler des stéréotypes de genre, etc. Et puis en CM2, de parler de la notion, cette fois-ci, de puberté, qui arrive, en fait, parce que même si certaines personnes pensent que c'est trop tôt, c'est pas le cas, puisqu'il y a des filles, en fait, qui ont leurs règles à partir du CM2, et c'est important, finalement, d'en parler. Je voudrais aussi revenir juste sur ce que Lila a dit par rapport à la masculinité. J'arrive à parler. Masculinité. Les masculinités. Oui, voilà. Oui, en fait, moi, en tout cas, de ce que j'ai vu et après avoir échangé avec les enseignantes et les infirmières, c'est quand même quelque chose qui est très présent. Et en fait, on remarque chez les enfants qu'il y en a certains qui ont quand même des stéréotypes qui sont vraiment ancrés et qui sont très forts, difficiles aussi à enlever. Hein. Je pense à une petite par rapport au trade wave qui disait sur Saint-Étienne, elle voulait devenir maîtresse et elle a répondu à sa maîtresse une fois qu'elle lui a dit les études qu'il fallait faire. Non, mais moi je pourrais jamais parce que je serais mariée à cet âge-là en fait, et du coup on a ce stéréotype là qui est présent. Et puis par rapport au masculinisme, j'avais fait un article sur les insultes en fait, et qui sont beaucoup diffuses, et notamment du coup du CP au CM2, et du coup en fait on a beaucoup d'insultes de type t'es une pute, etc., sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière, hein. Et du coup c'est bien de reprendre avec les élèves, et il y a certaines enseignantes qui le font, alors pas toutes parce qu'elles sont un peu frileuses, et c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de formation de type éducation nationale, je parle, qui les formerait là-dessus, mais en fait on a certaines enseignantes qui appellent ça le mur des insultes. Elles reprennent et elles disent on va revoir les insultes que vous dites, on va les classifier, donc ça c'est homophobe, ça c'est grossophobe, ça c'est sexiste, et en fait leur expliquer, déconstruire qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot pute, salope, PD, et reprendre en fait avec eux pour qu'ils arrêtent en fait d'utiliser à tout va en fait ces insultes-là. D'accord, je savais pas du tout, c'est super intéressant. Merci beaucoup. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter quelque chose, parce que le micro-trottoir me fait beaucoup réagir, notamment lorsqu'on entend un jeune homme, je crois, un homme en tout cas, qui dit qu'il pense que c'est trop tôt et que sur certains sujets, il faudrait attendre. Moi, je veux vraiment appeler à la prudence, d'abord parce que c'est pas trop tôt. Enfin, je rappelle les statistiques. En classe de CM2, il y a 3 enfants qui sont victimes de violences sexistes et sexuelles, notamment d'inceste à l'intérieur de la famille. Donc non, il ne faut pas compter sur la famille pour apprendre le consentement aux enfants. Et non, en primaire, c'est pas trop tôt. On a déjà à cet âge-là de nombreuses victimes. Et surtout, je voudrais rappeler aussi que le programme EVARS est émaillé de désinformation, notamment qui vient des réseaux sociaux. Et ça a déjà été le cas, pour celles et ceux qui s'en souviennent, au moment des ABC de l'égalité, en 2014, il me semble, dans lequel, quand la ministre de l'Éducation, à ce moment-là, c'était Najat Vallaud-Belkacem, avait voulu faire passer dans la loi, renforcer le programme d'éducation à la vie sexuelle, relationnelle et affective, on avait vu une levée de bouclier de la part de la droite conservatrice et de l'extrême droite, notamment c'est les anciens de la Manif pour tous, pour ceux qui s'en souviennent, qui en fait sont toujours là et qui se sont reconcentrés autour de la question de l'éducation à la sexualité à l'école. Donc c'est des vrais réseaux organisés qui désinforment sur ces sujets de programme d'éducation à la sexualité à l'école. Ils le font dans un but idéologique. Et il ne faut pas être naïf face à cette question-là. On fait face à des personnes organisées qui désinforment massivement via les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est important de l'expliquer, mais il ne faut pas rester naïf. Contre qui on se bat, pas seulement des gens qui ne savent pas de quoi on parle, des gens qui savent très bien de quoi on parle et qui veulent s'assurer que les enfants ne soient pas en mesure de pouvoir choisir et de pouvoir dire non. Merci beaucoup, ça tombe bien, je voulais en parler justement des fausses informations et des idées reçues avec le planning familial. Comment est-ce que vous percevez justement ces polémiques, ces inquiétudes de la part des parents, et qu'est-ce que ces réactions elles révèlent d'après vous sur la manière dont la société elle aborde encore aujourd'hui l'éducation à la sexualité ? Alors, il est vrai que le planning familial a été la cible à plusieurs reprises, notamment des mouvements anti-choix, qui ont attaqué différentes sections, différentes antennes,
avec des modes d'attaque, on va dire, divers et variés. On a eu aussi, nous, au Puy-en-Velay, on a eu aussi des campagnes de dénigrement. Hein, et effectivement, dans ces cas-là, on entend tout et n'importe quoi. Par contre, je dois rebondir sur la réaction parfois même des enfants. Moi, je me souviens qu'en intervention, il y a un petit garçon qui est venu me voir et qui m'a dit « Mais madame, vous n'avez pas honte de parler de tout ça ?» Alors, je lui ai dit, écoute, tu sais, moi, quand j'étais jeune, c'était que des sujets tabous. Les jeunes filles arrivaient à la puberté, elles ne savaient pas du tout ce qui leur arrivait. Je trouvais ça très, très difficile. Et puis, je trouve que c'est quand même mieux aujourd'hui d'avoir des informations objectives. Parce qu'en fait, c'est le but de nos séances, c'est de donner un maximum d'informations objectives permettant aux personnes de faire des choix aussi bien dans leur vie quotidienne, enfin pour les petits, pour comprendre ce qui leur arrive, que pour les plus grands, et de les aider à développer en fait des attitudes de responsabilité, aussi bien individuelles, familiales et sociales. Et ce petit garçon donc avait écouté nos séances. Je lui avais dit aussi qu'on avait beaucoup de travail de déconstruction, puisque aujourd'hui, les enfants ceux qui n'avaient pas d'informations à la maison, en tout cas, allaient en chercher sur Internet, et par les pères qui souvent allaient voir ou bien carrément des vidéos porno, ou bien simplement des sites de désinformation. Et donc, il était important pour nous de revenir sur ce qu'ils croyaient, pour arriver à ces informations le plus objectives possible. Et puis, à la fin de notre présence dans son établissement, ce petit garçon, qui n'était pas si petit d'ailleurs, qui était en lycée, en seconde, est venu voir mes collègues et il nous a dit « Vous savez, ce que vous faites, c'est bien ». Et c'était très fort pour nous, parce que effectivement, dans un premier temps, on a quand même des réactions hostiles quand on démarre. Et puis, au fur et à mesure, les enfants prennent confiance et se rendent compte de l'importance de se connaître soi-même et de connaître les autres. Justement, c'est ce que j'allais dire, vous n'avez pas toujours une posture évidente et pourtant vous avez le mérite et le courage de continuer à le faire, donc merci beaucoup. Priscilla, vous vouliez rajouter quelque chose ? Oui, pour compléter, en fait, il y a aussi un rapport justement qui a été fait pour savoir si les parents en fait étaient pour ou contre l'éducation à la sexualité. Et en fait, dans ce rapport, il y a 9 parents sur 10 en fait à chaque fois qui sont pour ces dernières. Donc en fait, on voit vraiment que autour de ces désinformations, c'est une minorité de personnes qui relaient et qui fait beaucoup de bruit malheureusement. Voilà. Et il y a aussi, j'invite les personnes qui savent pas trop ou comment faire le tri sur ces informations. Il y a un rapport de l'UNICEF qui est sorti sur les informations autour de l'EVARS, qui reprend les idées qui sont divulguées notamment par l'extrême droite et qui les déconstruit en expliquant en réalité ce qui est réellement fait lors de ces séances. Et un dernier point aussi pour revenir sur ce que vous avez dit, c'est vrai que ça arrive effectivement qu'il y ait des enfants qui, alors encore une fois c'est une minorité, mais qui se bouchent les oreilles ou qui ferment les yeux, qui veulent pas voir. Et en fait, souvent c'est juste les quelques premières minutes parce que voilà, ils savent pas trop de quoi on va parler. Voilà, les parents leur ont dit non, il faut pas écouter, etc. Et puis après, en fait, ils sont contents de ces séances. Et pour le coup, j'ai fait passer moi dans ma thèse un questionnaire par rapport aux élèves pour savoir leur avis là-dessus. Et la majorité sont très contents et m'ont coché qu'ils étaient satisfaits en fait des séances. Merci beaucoup. Pour nos auditeurs et nos auditrices qui découvrent ce terme EVARS, nos camarades Micho et Faïka sont partis à la rencontre de Sandrine Fortina, qui est formatrice en prévention des violences faites aux enfants, et Candice Barret, qui est formatrice sur les enjeux d'égalité des sexes. Focus. Focus sur. Ces programmes refondus, ils ont aussi des limites. Par exemple, si on regarde le S de sexualité dans EVARS, il n'est pas retenu pour les écoles maternelles et élémentaires. On va attendre la 4e
avant de l'introduire. Or, si on regarde de nouveau la question des violences sexuelles, 21% des violences sexuelles faites aux enfants commencent avant l'âge de 5 ans et plus de la moitié avant l'âge de 11 ans, donc bien avant la classe de 4e. Avoir aussi en tête que ces séances d'EVARS, elles sont un véritable levier de détection des violences, parce que c'est bien souvent aussi pendant ces séances-là qu'il peut y avoir des prises de conscience de la part des enfants, qu'il peut y avoir des révélations, qui peut permettre aussi aux enfants à avoir davantage connaissance de leur corps, de ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, de la loi, du cadre légal aussi, et également leur donner des repères qui, d'une certaine manière, les rendent moins vulnérables face à des adultes qui pourraient être violents à leur encontre, et donc qui leur permettent d'identifier leurs professeurs, l'institution, comme des personnes de confiance vers qui ils se dirigeront plus facilement si ils et elles sont victimes de violences. C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a encore pas mal de limites dans ce programme, donc comme le souligne ici Sandrine Fortina. Cependant, il y a aussi, malgré ces limites, ça reste essentiel de réfléchir à la manière dont on peut concrètement sensibiliser les jeunes à cette question fondamentale. Lila, selon vous, avec quel outil on peut éduquer au consentement aujourd'hui ? Mais je pense qu'il y a plein de choses très bien qui sont pensées à l'intérieur du programme EVARS. Mais moi, je voudrais rebondir en priorité sur l'outil que vous avez présenté tout à l'heure dans le cadre des interventions du planning familial, puisque ça me parle davantage, moi qui ai plutôt travaillé sur le milieu associatif, et en particulier sur cette vidéo du consentement avec une tasse de thé, dont je me suis servie longtemps dans le cadre d'interventions. Et en la regardant plus récemment, en fait, je me suis rendu compte que je suis un peu gênée par ce support. Et je voudrais proposer une discussion sur le sujet pour celles et ceux qui la connaissent. Cette vidéo, elle cumule plus de 20 millions de vues sur YouTube dans sa version française, anglaise, espagnole. C'est globalement le support le plus utilisé en vidéo pour parler du consentement. Et c'est une petite vidéo qui met en scène, donc c'est de l'animation, de bonhommes de façon très simple, et qui présuppose que le consentement, c'est aussi simple qu'une tasse de thé, c'est-à-dire on met en scène des situations qui sont des situations de non-consentement, dans lesquelles, en utilisant la tasse de thé à la place du sexe, ça paraît complètement grotesque de forcer quelqu'un à boire du sexe, comme ça paraît très grotesque de forcer quelqu'un à boire du thé alors qu'il est inconscient ou endormi. Donc c'est vraiment une vidéo qui se sert du ressort de l'absurde pour faire passer son message et nous faire apparaître des situations de consentement comme évidentes. Mais en fait, je ne suis pas sûre que le consentement, ce soit aussi simple qu'une tasse de thé, pour le dire franchement. D'abord parce que, et c'est pas un détail, la vidéo, elle ne met en scène que des interactions entre deux personnes qui se ressemblent. C'est a priori deux adultes ou deux adolescents. Elle met en scène des personnes qui semblent avoir des relations pour la première fois et qui ne vivent pas dans le même foyer. Or, la majorité des violences sexistes et sexuelles, elles ont lieu à l'intérieur des couples et des familles. Et ça n'apparaît pas du tout dans la vidéo. Donc ça me semble être un point aveugle un peu important. Parce que c'est pas du tout la même chose de dire non à un inconnu ou à quelqu'un qu'on a croisé en soirée qu'à son conjoint, son parent, un ami de la famille ou son prêtre. Ça, c'est un premier élément. Et d'autre part, il me semble que la vidéo, elle a tendance à présenter le débat comme une opposition un peu simple. C'est-à-dire, en matière de sexe, soit c'est oui, soit c'est non. Mais qu'est-ce qu'il en est des situations où votre supérieur hiérarchique vous fait des avances, que vous acceptez parce que vous ne voulez pas entrer dans un conflit avec lui, ou, et donc à qui vous finissez par céder. On utilise souvent ce terme pour le remplacer, donc qui n'est pas du tout idéal, mais vous finissez par céder, c'est-à-dire vous n'avez pas dit non franchement, mais vous n'avez pas dit franchement non plus. Et qu'en est-il des fois où, entre guillemets, vous vous forcez parce que votre conjoint a manifesté son envie d'avoir plus de rapports sexuels et que vous acceptez finalement d'avoir un rapport intime avec lui pour lui faire plaisir. Donc vous n'avez pas dit oui franchement, vous n'avez pas dit non franchement. Et ces situations-là n'apparaissent pas dans la vidéo. La vidéo a tendance à montrer que c'est soit un oui franc, soit un non franc.
Or, toutes ces interactions qu'on appelle communément un peu la zone grise du consentement, je ne suis pas très fan de ce terme, mais bon, pour le bien de l'émission, on va utiliser celui-là, qui sont ni explicitement des oui, ni explicitement des non, doivent absolument être débattus par les outils d'éducation au consentement, et il me semble que cette ressource passe un peu à côté de la question. Oui, si je peux me permettre de répondre, donc dans cette vidéo, effectivement, tout n'est pas bien explicité, mais c'est la base du débat. Ça nous permet de revenir sur les 5 points essentiels d'un consentement, c'est-à-dire que tout consentement doit être enthousiaste. Ça veut dire que c'est pas, comme vous le signalez, une situation où on se sent obligé. Donc on reprend ça avec les jeunes. On va reprendre aussi ce que signifie un consentement libre et éclairé, donc libre de toute pression, de toute manipulation, mais aussi de tout ascendant social ou hiérarchique. Éclairé, donc on est parfaitement clair sur ce qui va se passer. Et puis, consentement spécifique. On reprécise bien aux enfants que s'ils veulent qu'on leur touche l'épaule, les cheveux ou qu'on leur caresse la joue, c'est pas la même chose que d'accepter un baiser ou autre, que le consentement, il est réversible. Donc, à n'importe quel moment, on peut changer d'avis et informer. Donc, on reprend chacun de ces points et c'est ce qui nous permet de travailler à partir de cette vidéo qui, bien évidemment, n'est pas parfaite. Mais c'est un point de base pour le débat. Merci beaucoup. On parle de vidéos. Justement, on va s'attaquer à un autre problème, celui de la culture. Découvrons maintenant une chronique dédiée à la culture qui n'est pas celle avec le grand C de la société intellectuelle, mais qui est celle avec le grand C de la jeunesse actuelle. Une culture des réseaux sociaux, des plateformes vidéo, des séries télévisées et des films parfois regardés en x2. Une culture qui en cache une autre. Écoutons Anissa pour cette parenthèse culturelle. Imagine que quelqu'un vienne et te dise « Tu as 365 jours pour tomber amoureuse de moi ». Bon, j'avoue que dit comme ça, on pourrait presque croire à une réplique sortie d'un film d'amour. Un peu intense, tu vois. Sauf que non. Dans le film 365 jours, cette phrase est prononcée par Massimo, un milliardaire qui kidnappe Laura et lui impose un délai pour tomber amoureuse de lui. Et c'est là que tout change. On n'est plus du tout dans une histoire d'amour, mais dans une relation de contrôle, de possession et de violence. Massimo ne lui laisse aucun choix. Il la surveille, il la touche sans son consentement, il décide quand elle mange, quand elle sort, ce qu'elle fait. Tout est sous son contrôle. Ce qu'on voit à l'écran, ce n'est pas du désir partagé, mais une femme qui a peur. Et pourtant, le tout se déroule dans des décors luxueux, des villas somptueuses, des voitures de sport, des paysages siciliens. Bref, tout est fait pour séduire et captiver les téléspectateurs. À tel point qu'on finit presque par oublier qu'il s'agit d'un enlèvement. Ce qui est fou, c'est qu'à la sortie du film sur Netflix en 2020, tout le monde en parle. Sur les réseaux sociaux, dans les discussions entre amis. Bref, il a vraiment cartonné. Le film est vendu comme une romance passionnée. Mais derrière la musique douce, les décors de luxe et les beaux acteurs, se cache en réalité une forme de domination, de peur et de manipulation. Ce qui doit nous choquer est présenté comme désirable, ce qui doit nous alerter est enrobé dans l'esthétique de la romance. Et c'est là qu'on touche à un vrai problème. Parce que transformer une relation d'emprise en une histoire d'amour, ce n'est pas anodin. C'est exactement ce qu'on appelle la culture du viol. C'est-à-dire tout ce qui dans la société normalise, banalise, excuse les comportements de domination. Quand les films, les séries, les musiques présentent la possession comme de l'amour et la peur comme du désir, ils contribuent à rendre ces comportements acceptables, voire désirables. Et ça, forcément, ça influence notre vision de la conception des relations amoureuses et sexuelles. Parce qu'à force d'observer ces comportements, on finit par banaliser certaines attitudes. On finit par croire que la jalousie, la possessivité ou le fait d'insister est une preuve d'amour. Et c'est là que ça peut devenir dangereux, quand on ne distingue plus l'amour de la domination. Bref,
Le cinéma et la pop culture façonnent notre manière de percevoir les relations. Et notre rôle, à nous, c'est de savoir remarquer quand un film montre une relation de pouvoir comme une histoire d'amour, ou quand une chanson parle d'amour mais décrit en réalité une forme de contrôle ou de jalousie. C'est aussi comprendre la différence entre désir et possession, entre séduire et forcer. Parce que si on ne prend pas ce recul, on finit par normaliser ce qu'on voit à l'écran et à penser que l'amour passe forcément par la souffrance ou la domination. Mais bonne nouvelle, la pop culture peut aussi faire l'inverse. Elle peut nous montrer d'autres façons d'aimer. Des histoires où aimer ne veut pas dire posséder. Où l'amour est basé sur le choix, la communication, le respect, le consentement. Certaines séries comme Heartstopper ou des films comme The Notebook, La La Land ou encore À tous les garçons que j'ai aimés montrent que l'amour, ce n'est pas posséder l'autre. C'est choisir, c'est écouter, c'est respecter. Autant de valeurs que le film 365 jours ignore complètement. Merci Anissa de nous avoir présenté donc 365 jours, un film qui, à défaut de remporter la Palme d'Or du Festival de Cannes, remporte la Palme d'Or des violences mesurée sur le violentomètre. Le violentomètre, c'est un outil qui aide à détecter les violences au sein du couple et vous pouvez le trouver facilement sur Internet si vous avez un doute sur votre relation. Une chronique qui parle aussi de l'impact des films sur la construction des relations affectives et sexuelles, car oui, la culture cultive l'esprit, elle influence. Alors, quelles conséquences lorsqu'elle participe à promouvoir la culture du viol ? Priscilla, que pouvez-vous dire de la place accordée à la problématique de l'exposition aux écrans ? Est-ce qu'on en parle dans les programmes d'éducation à la sexualité, à la santé, à la sexualité ? Oui, par rapport en fait aux écrans, en fait, on en parle surtout à partir du cycle 3, donc CM1, CM2, puisque souvent quand on leur pose la question, est-ce que vous avez un téléphone, est-ce que vous regardez la tablette, les ordinateurs, voilà, la majorité quand même disent oui. Et moi, du coup, j'avais vu des interventions justement où elles parlaient, on en a parlé tout à l'heure, du cyberharcèlement par exemple, qui pouvait être fait sur les réseaux sociaux, et aussi en fait des images qui sont inappropriées. Elle dit jamais forcément le mot pornographie, mais voilà pour expliquer en fait aux élèves qu'il y a quand même du contenu qui n'est pas adapté, et aussi revenir en fait, souvent elle revenait sur le cadre légal, mais c'est à partir de quel âge en fait que tu peux en réalité aller sur Instagram ou Snapchat, et en fait on se rend compte que ça c'est pas acquis parce que 10 ans, 11 ans ils ont déjà des comptes, et puis tous les dangers qui vont avec. Pourtant ils sont capables de le dire, de dire je sais qu'il faut pas accepter des inconnus parce que ça peut être dangereux, mais il y en a certains qui le font, et pour le coup on a vraiment tout à l'heure on parlait des nudes, et moi je me souviens aussi d'une petite qui avait expliqué qu'elle en avait reçu d'un homme alors qu'elle était en CM2 sur Snapchat, donc et heureusement son grand frère après a vu et a pu bloquer, mais en fait on a cette facilité en fait à aller sur les réseaux sociaux, à se faire facilement des comptes, et derrière en fait il y a certains parents qui se rendent pas compte du danger qu'il peut y avoir derrière. Et en plus des réseaux sociaux, il y a, comme on l'a écouté à l'instant, tout ce qui est la dark romance, la télé-réalité effectivement, qui mettent pas en avant en tout cas les valeurs de l'EVAR, c'est du consentement. Là moi je regardais récemment sur Instagram, il y a eu le buzz là sur deux stars télé-réalité qui ont divorcé, et dont une qui expliquait que son mari la forçait avant à avoir des rapports sexuels, et elle disait ça en fait très naturellement, oui, il me force, oui, j'acceptais, mais sauf que derrière en fait il y a des adolescents qui voient ça et qui se disent ok, c'est normal, et en fait non, c'est pas du tout normal, donc faut faire vraiment attention à cette exposition là, et que ce soit à la télé, aux réseaux sociaux, etc. Merci. Les réseaux sociaux, pourquoi pas un futur sujet. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un souhaite encore réagir sur ce qu'on vient d'entendre, sur cette chronique ou Oui, simplement rappeler que c'est assez récent, mais ça existe maintenant, que le devoir conjugal n'est plus dans la loi, comme il l'a été longtemps, et qu'il existe aussi des formes de viol conjugal, et qui sont difficiles pour les personnes à accepter, mais qui sont une réalité.
Il y a d'ailleurs une série sur Arte qui s'intitule Querer, donc aimer en espagnol et vouloir, hein, c'est le même mot, et qui reprend cela. Et je crois que c'est aussi important d'en parler parce que les violences intrafamiliales sont aussi le fait des couples, quel que soit leur âge. Merci beaucoup. Donc, notre émission sur les violences sexuelles et sexistes et le programme EVARS se termine avec la culture qui banalise encore trop souvent ces violences, la question du consentement, son importance, car rappelons-le, il est défini comme l'autorisation libre, éclairée, spécifique, préalable et révocable à avoir un rapport affectif et sexuel avec une autre personne. À tout moment, dans une relation, vous avez le choix. Vous pouvez dire stop et si vous n'avez plus envie, et ça doit être OK. Nous avons évoqué des chiffres qui révèlent que les violences sexuelles et sexistes font encore beaucoup trop de victimes. Et même si on peut dire que la lutte contre les VSS, elle avance, notamment avec ces lois et le programme EVARS, il y a encore beaucoup de tabous à lever. Nous l'avons entendu, si la prévention des violences sexuelles et sexistes, elle est indispensable à l'éducation à la sexualité à l'école, elle montre quand même ses limites avec une mauvaise formation du personnel ou des outils pas encore tout à fait adaptés. Finalement, le travail autour de ces questions, il est loin d'être terminé et il mérite d'être soutenu par la recherche ou encore par des actions individuelles, collectives ou associatives. Et si vous avez des doutes, si vous êtes victime ou même témoin de violences sexuelles et sexistes, sachez qu'il y a de nombreuses associations qui sont présentes sur l'ensemble des départements. Planning familiaux, CIDFF, Association France Victimes, vraiment, il y en a beaucoup. Et puis, dans vos établissements scolaires et universités, il y a des infirmeries, des cellules de soutien. Vous n'êtes pas seul. Vous pouvez aussi contacter les numéros dont on parlait en début d'émission et qu'on rappelle maintenant, le 39 19, le 116 006. Et si vous vous sentez en danger, il faut composer le 17. Toutes ces personnes sont là pour vous aider sans jugement. Voilà qui clôt notre saison 2025-2026. Un grand merci à toutes et à tous pour votre écoute et bien sûr à tous nos invités pour ces témoignages tous très enrichissants et passionnants. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison avec encore plus de discussions et de réflexions. En attendant, vous pouvez nous suivre sur Instagram @decode-educ et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles pour ne rien manquer. Merci encore d'avoir été avec nous cette saison et à très vite pour de nouveaux épisodes. C'était un podcast Décode Éduc. Le podcast des étudiants et étudiantes en sciences de l'éducation. À l'animation, Adrien, Yona, Olivia. À la chronique, Baptiste, Ilona, Esra, Hanan, Anissa. Sur le terrain, Micho, Soliane, Faïka, Lénaïs. À la communication, Magdalena, Pauline, Ombeline. À la coordination, Anaïs. Nous remercions l'Université Jean Monnet, les professeurs, ainsi que tous les étudiants et les étudiantes du Master Sciences de l'Éducation, les intervenants pour leur contribution à la réalisation de notre podcast.